As-tu déjà vécu le flow dans ta vie? Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On entend souvent parler d'alignement et de se laisser porter par le flow de la vie, mais ça veut dire quoi concrètement? Je ne crois pas qu'il s'agisse de passivité, mais au contraire de vivre intensément ce qui nous fait vibrer. Et ensuite, les choses se font plus facilement. On dit même qu'ensuite elles viennent à nous, quand tout est aligné. À ce propos, je vous partage une anecdote. J'ai le sentiment de l'avoir vécu au moins 2 fois au cours de mon parcours sportif quand j'étais athlète pro. Je garde en souvenir surtout le sentiment d'une grande sérénité, devant chacun des 2 défis que je m'apprêtais à relever. Étonnamment, j'ai connu cet état et ces 2 expériences la même année, en 2012. En réalité, ça n'a rien d'étonnant si l'on regarde en détail. Cette année-là, j'avais pris une décision qui allait changer ma vie. Je quittais un job de salarié, j'avais une bonne situation financière, j'étais en CDI, j'étais commerciale, j'aimais bien mon job, j'aurais pu rester un moment. Mais en parallèle, je vis ma passion pour le sport et le trail à bloc, et mes résultats étaient plutôt prometteurs, alors que j'avais débuté tout juste 3 ans auparavant dans cette discipline. Et j'avais un rêve, celui de battre le record féminin de traversée du GR20 en Corse. Alors pour ceux qui ne connaissent ni la Corse ni le GR20, c'est l'un des sentiers réputés les plus difficiles d'Europe. Il est long de 180 km environ et un peu plus de 12 000 mètres de dénivelé positif et puis autant en négatif. Et j'avais un beau sponsor depuis un an qui allait peut-être me permettre de tenter de faire le saut pour une carrière 100% sportive. Fallait tenter le coup, l'occasion était trop belle et j'avais bien l'intention de décrocher mon rêve. Il me fallait du temps pour m'entraîner et être focus 100% sur cet objectif. J'ai donc décidé de quitter mon CDI pour me consacrer entièrement à ma carrière sportive. Je prenais un risque, mais le jeu en valait vraiment la chandelle. À ce moment-là, j'étais persuadée d'avoir fait le bon choix, je ressentais beaucoup de joie dans la chance que je saisissais, et la perspective d'accomplir un rêve me remplissait de détermination et d'enthousiasme. Alors je redoublais d'efforts dans mon quotidien pour préparer cette tentative de record. Il y avait la préparation physique, bien entendu. J'étais d'ailleurs mon propre entraîneur à cette époque, puisque je n'avais aucune aide extérieure à ce sujet. Jusqu'ici, j'avais plutôt bien réussi à progresser en travaillant justement à observer mes ressentis et à côté de ça, j'ai étudié à fond dans les magazines et les bouquins de toutes sortes de plans d'entraînement qui pouvaient sembler intéressants pour ma pratique. J'avais vite compris que tous les détails faisaient la différence et que les détails se glissent partout. Dans la manière de s'alimenter, dans l'assiduité et la régularité, dans l'engagement envers soi-même et son objectif, dans son hygiène de vie d'une manière générale, qualité de sommeil, repos, régénération suffisante entre les entraînements, les soins éventuels, pas d'alcool et évidemment très peu de sorties festives durant la saison. J'observais une discipline quotidienne en somme pour tendre vers une certaine amélioration des performances. Et j'avais décidé ça de manière totalement intuitive. Avec le recul, je ne sais pas si certaines choses n'étaient pas un peu excessives. Mais quand je vois les résultats à la clé, je me dis que toutes belles choses ont un prix et que cette manière de procéder en tout cas m'a bien réussi. J'évoquais les détails tout à l'heure, et juste pour vous donner un exemple un peu plus concret, je m'étais intéressée de très près à la nutrition consciente et à la naturopathie. J'avais mis en place une alimentation saine, mais je mangeais de tout, à l'exception des pâtisseries, sucreries, pizzas, plats industriels et transformes évidemment. Tous les jours, et à chaque repas, je calculais pour chaque portion d'aliment que j'allais manger, la quantité de protéines, lipides et glucides, ainsi que certains micronutriments quand je les avais. Et je notais ainsi tous les apports caloriques quotidiens dans un cahier que je mettais en relation avec les entraînements de la journée. Je faisais en sorte qu'en fonction de la séance prévue, j'avais plus ou moins d'apport en glucides ou protéines ou en lipides. Je pesais et calculais tout. Et ça me prenait un certain temps à vrai dire. Mon regard sur l'alimentation a totalement changé à compter de cette période-là. Je mangeais pour me nourrir et nourrir mon corps, mes cellules, pour leur permettre d'avoir les apports nécessaires à un fonctionnement optimal. Je mangeais plus pour remplir une sensation de faim en cherchant simplement le goût, je cherchais la qualité. De là, je me suis intéressée à la provenance des aliments et à la manière dont ils étaient cultivés et à tout le circuit depuis le maraîchage jusqu'à mon assiette, y compris la phase où j'allais cuisiner, puisque la température et la manière dont on cuisine les aliments peut changer leur qualité nutritionnelle. Je me suis rendu compte que non seulement je mangeais efficace et de bonne qualité et que mes plats étaient savoureux, mais que en plus, le bonus, c'est que les quantités étaient réduites mais amplement suffisantes en apport en macro et micronutriments en tout cas. Et je me sentais en pleine forme. J'avais l'énergie qu'il fallait pour mes entraînements et tout allait super bien.
Et pour vous dire, j'avais jamais été aussi bien affûtée auparavant. J'avais un rapport poids-puissance carrément cool. Bref. Tout ça pour dire que je préparais ma tentative de record également dans le détail. Roadbook, assistance, ravitaillement, reco du parcours, tout était passé en revue. La veille au soir du départ de ma tentative du record, le 20 juin 2012, je réunissais ma petite équipe qui allait m'accompagner pour ce périple, pour les briefer sur les quelques points d'assistance où ils devraient me retrouver, les horaires estimés, les détails matériels, etc. J'étais emplie tout à coup d'une telle sérénité, je sentais que tout mon corps était prêt, que rien ne pouvait m'arriver d'autre que la réussite. Je me sentais vraiment confiante, détendue et complètement focus, concentrée sur ce que j'avais à faire. Rien n'aurait pu venir perturber cet instant de grâce. Et j'allais réaliser un rêve, rien que ça. En fait, je nourrissais une passion depuis des mois, j'avais tellement travaillé le sujet, visualisé, repéré, mis de la joie et de l'enthousiasme que je crois pouvoir dire que j'étais bien alignée. J'étais prête et rien ne saurait se mettre en travers. Je suis partie le 21 juin 2012 de Calenzana à 4 heures du matin après une nuit épique où j'ai quasiment pas pu trouver le sommeil. Et je suis arrivée à Conca à 41h22 plus tard, soit presque 9 heures de moins que le record de Stéphanie Samper, la détentrice précédente. Vous l'aurez compris, je venais de décrocher mon rêve. Le record était battu et j'avais réalisé tout ça dans un flot absolu, le bonheur. Mais je ne m'arrêtais pas là. 4 mois plus tard, j'allais réaliser une autre très belle expérience. Sur une autre île, cette fois, celle de la Réunion. Je m'apprêtais à traverser l'île également dans le cadre d'une course cette fois-ci. La Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion, une course réputée elle aussi pour être l'une des plus difficiles des circuits de trail mondiaux, puisque son itinéraire est pour le moins très technique. Rochers, racines, marches, cailloux, traversées de rivières, chaleur, bref, que du bonheur là aussi. Et je suis arrivée sur la ligne de départ dans le même état de flot quasiment que lors du GR20. J'avais pour objectif principal prendre du plaisir et m'éclater sur le parcours. Et là encore, je me sentais pousser des ailes. Tout a roulé comme sur des roulettes. Pourtant, on est parti sous une pluie battante qui a duré toute la nuit et de quoi nous détremper et nous refroidir jusqu'au petit matin. Mais mes conditions favorites, ceci dit. Si j'évoque le sujet du flot avec vous aujourd'hui, c'est que je crois qu'il est vraiment cet espace où tout est possible. Je me suis posé la question au sujet des entraînements entre elles. Ma spécialité, c'était la longue distance. Et j'étais de celles qui s'entraînaient vraiment très fort, avec de gros volumes d'entraînement, tant sur les heures que l'intensité et les dénivelés. J'ai eu très peu de blessures au cours de mon parcours, une seule fracture de fatigue au métatarse en 2016, quelques côtes fêlées, tendinite, périostite et entorse de la cheville, tout ça en 10 années de pratique. Pas si pire, si on considère le terrain, la spécialité, le nombre de kilomètres de dénivelé parcourus. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre deux champions qui s'entraînent fort? J'ai évoqué les détails en préambule de mon anecdote, mais on peut aussi parler de la préparation mentale. Et c'est un axe intéressant en effet, qui considère que l'esprit est aussi une partie de nous importante et même essentielle à entraîner, pas que le corps physique. Mais on parle peu d'émotionnel. Pourtant, la raison pour laquelle nous faisons les choses, c'est parce que nous sommes motivés à les faire. Et si nous sommes motivés à les faire, c'est que nous y trouvons un certain plaisir. Et ce plaisir est un bon indicateur de l'alignement. Sans plaisir, pas de flow possible. Puisqu'il y aura des contractions, de la résistance, de la friction quelque part en nous. Si l'on fait quelque chose malgré nous, plus dans la joie, mais dans une certaine contrainte que l'on s'impose, il y a peu de chances d'être dans le flow. Et à la fin de ma carrière sportive, justement, je n'éprouvais plus aucun plaisir. Rarement à l'entraînement et presque plus en course. Quelque chose avait changé depuis le début de l'histoire. Et en tout cas, ça ne pouvait pas continuer à marcher comme avant, parce qu'il n'y avait plus la même passion, le même plaisir, le même engagement. Quelque chose alors devait bouger. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière sportive en 2020, en mars 2020 exactement. Mais la vie est ainsi faite de choix, de décisions et de mouvements. Alors, la question c'est, as-tu du plaisir à faire ce que tu fais? Est-ce que dans ton job, ta passion te nourrisse ton âme au point que tu n'aies pas vraiment l'impression de travailler, mais davantage de faire quelque chose d'important pour toi, qui te rend joyeux, plein d'entrain, d'idées, de motivation, de volonté, de courage, de détermination et qui te met facilement en action?
Si tu ne te sens plus bien là où tu es, change de place. L'inconnu offre toujours de belles surprises. C'est la manière dont tu es persuadé que le meilleur va t'arriver qui fait la différence. Et si tu aimes ce que tu fais mais que tu éprouves de la frustration, du ressentiment, de la jalousie, ce genre de choses, c'est que tu n'es pas centré. Tu te compares. Tu regardes à l'extérieur au lieu de cultiver ta confiance et l'estime de toi. Et ceci m'est arrivé au cours de mon parcours sportif. Tout allait très bien pour moi jusqu'à ce que je me mette sur les réseaux sociaux. À partir de là, j'ai commencé davantage à regarder les autres au lieu de garder le nez focus sur ce que je voulais accomplir. Et la distraction est l'ennemi de celui ou de celle qui cherche à atteindre un objectif précis. Si tu n'as pas d'objectif, la distraction peut être amusante de temps à autre. Donc, qu'as-tu envie d'accomplir? Quel rêve as-tu envie de réaliser? Ne te demande pas trop ni quand ni comment, mais juste quelle est cette étincelle qui a besoin de briller en toi. Parce que quand tu l'as trouvée, les choses se font plus facilement. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Une belle citation de l'alchimiste de Paolo Coelho pour terminer cet épisode sur le flow. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. Partagez-moi vos impressions dans les commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner à cette émission, tout simplement, c'est le titre de mon podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.